Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Comment les Belges s'informent-ils? Il y a ceux comme vous qui regardent BX1 et c'est très bien. Il y a ceux qui s'informent aussi via les réseaux sociaux ou qui tournent carrément le dos à l'information. Moins d'abonnés pour les quotidiens, moins de public pour les journaux télévisés, des jeunes qui préfèrent les médias en ligne mais qui rechignent à payer pour de l'information. Le modèle de l'information tel que nous le connaissions jusqu'à présent est-il en déclin? Est-ce inéluctable? Quelles seront les conséquences éventuelles en termes de débat démocratique? Y a-t-il moyen d'inventer de nouvelles formes de journalisme? C'est notre débat de ce soir. Voilà, et nos deux invités ce soir, ce sont Bernard Cohls, directeur des études de l'agence Space. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également chargé de cours à l'UC Louvain et on vous invite parce que vous êtes surtout l'auteur d'un dossier, d'un courrier hebdomadaire du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, paru à la fin de l'année dernière, qui était consacré aux sources d'information des Belges. Et puis face à vous, il y a Martine Simonis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale de l'Association des journalistes professionnels. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. D'abord, peut-être quelques mots sur le constat, sur cette étude que vous avez menée, Bernard Cohls. La consommation des médias elle a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce qu'on peut parler d'un déclin de l'information ou le terme est trop fort? Il y a certainement un affaiblissement, en tout cas, du nombre de sources utilisées et de l'intérêt pour l'information, l'intérêt déclaré en tout cas. Ouais. Comment est-ce qu'on mesure cet intérêt pour l'information? Alors, on se base sur des études qui sont faites chaque année depuis 2016, donc par l'Institut d'études du journalisme de l'Université d'Oxford, qui donc chaque année interroge 2000 Belges plus ou moins. Voilà, et donc ce sont quand même bien les chiffres belges dont Tout on à fait. parle. Oui, on peut croiser ça avec les chiffres de vente, par exemple, des quotidiens, les chiffres d'audience des journaux télévisés. On a quand même toute une série d'indicateurs. Ils vont tous dans le même sens? Ils vont plutôt dans le même sens, oui, tout à fait. Ouais. Alors je vais me tourner vers Martine Simonis. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat? A priori, on consomme moins d'informations qu'avant. Elle se vend, entre guillemets, moins facilement qu'avant? Alors oui, il y a beaucoup de difficultés sur le segment économique, mais il y a beaucoup d'interrogations sur le segment éditorial, je dirais. Mais en tout cas, il y a certainement ce qu'on appelle la fatigue informationnelle du public. Et là, il y a eu des études qui ont montré que, par exemple, en France, un Français sur deux est atteint de fatigue informationnelle. Ça, des chiffres de 2022. Ça veut dire quoi, fatigue informationnelle? Alors, la fatigue informationnelle, c'est la fatigue psychologique qui est provoquée par un flux d'informations incessant et dans lequel la personne n'arrive plus à trier l'information, n'arrive plus à se situer, a l'impression de voir tout le temps la même information. Et par rapport à ça, les gens ont des attitudes qui sont différentes, soit ils décrochent complètement, et ceux-là sont un peu perdus pour l'information, soit ils continuent à s'informer, notamment parce que certains ont peur de manquer des informations importantes. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer une info importante. Mais en tout cas, ça a des conséquences psychologiques, anxiété, stress, etc. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. En fin d'émission, peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est que l'information. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est de l'information ou c'est pas de l'information, Bernard Cohls? Alors, ça se discute effectivement. Donc, l'étude sur laquelle je me base, enfin la principale en tout cas, donc, demande aux gens comment ils s'informent en respectant leur prisme quelque part. Donc, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour discuter, pour vous informer à propos de l'actualité, si vous voulez? On n'est pas certain non plus que tous les gens qui répondent à cette étude ont la même idée en tête pour ce qui est de l'actualité et de l'information. Donc je déclare que je m'informe, mais on n'est peut-être pas tous d'accord sur ce qu'on met derrière le terme Très informé. Tout à fait. Alors je vous propose un premier témoignage, c'est celui de François Debras, il est politologue à l'Université de Liège. Il a écrit un ouvrage sur les fake news et il était venu nous en parler sur le plateau de Plus d'actu. C'était le 7 décembre. Le cerveau a horreur du vide, il a horreur de l'incompréhension. Et donc, en période de crise ou d'instabilité économique, on va avoir des fake news qui vont répondre à cette angoisse dans le domaine économique. En période de conflit, de guerre, on va avoir des fake news qui vont rebondir sur ces sentiments de guerre. Je pense par exemple à Steve Bannon, il y a quelques années, qui était un des proches conseillers de Donald Trump, qui lui a théorisé ce qu'il appelait le confusionnisme, c'est-à-dire de noyer en fait les citoyennes et les citoyens dans une masse d'informations de peu de qualité. Une fois que l'on est perdu dans toutes ces informations, on ne sait plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à qui je fais confiance, à qui je ne fais pas confiance. Et donc, par rapport à ce magma d'informations, de nouvelles que l'on ne sait pas très bien comment évaluer, peuvent alors émerger différents acteurs qui vont apporter des vérités construites qu'il faut suivre, qu'il faut entendre, qu'il faut partager.
Alors, Martine Simonis, là, on est au cœur de l'enjeu. Le travail des journalistes, c'est vérifier l'information, la trier, la hiérarchiser. Si ce travail n'est pas fait, finalement, c'est le risque de la grande confusion que définissait François Debras. Oui. Alors, le travail des journalistes, c'est un travail en effet de certification de l'information. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui prête à discussion. On le voit maintenant en période de guerre où l'information, la propagande, les fake news, tout ça pullule sur parfois les mêmes canaux, sur votre téléphone, même parfois à la télévision, en fonction de ce que vous allez regarder, malheureusement. Et donc, oui, le travail journalistique, le travail sérieux, c'est un travail de certification. En fait, ça permet de remettre des certitudes dans l'information et ça permet aux gens aussi de se situer. Ouais. Il y a aussi un public qui estime que les journalistes ne font pas bien leur travail et qu'ils participent à une forme de propagande et que les informations apportées par les journalistes, on a beaucoup lu ça, par exemple au moment de la Covid-19, que l'information apportée par les journalistes, c'est l'information quelque part du pouvoir politique ou économique, et qu'il y a une forme de mise à distance, voire de défiance. Oui, il y a en effet une défiance parmi une partie du public, je dirais une petite partie du public, mais c'est aussi dû à la fatigue informationnelle. On voit ça, que les gens mettent de la distance, mais se disent, il faut quand même que je trouve des certitudes ailleurs, et ils vont aller chercher des certitudes là où c'est peut-être plus facile, là où on va asséner des choses, des théories, qu'on ne va pas tellement remettre en question. On va sortir ça du flot de l'information et rester dans une bulle, certains diront complotiste, d'autres diront alternative, mais en tout cas il faut faire, je dirais, très attention parce que ce n'est absolument pas du journalisme ce qui se fait dans ces bulles-là. Ouais, la séparation des faits et des commentaires, ça se fait toujours dans le journalisme ? Oui. Et c'est très important. Ça fait partie des principes de base de la déontologie. Alors, Bernard Coles, dans les sources d'information que vous avez étudiées dans ce courrier du CRISP, il y a un constat, c'est qu'on s'informe d'abord avec les écrans. Les journaux télévisés, ça reste une source d'information pour 49% des francophones, mais c'était quand même 74% en 2016. C'est-à-dire qu'en l'espace de presque 10 ans, on a perdu un quart du public en chemin. Tout à fait. Ouais. Oui, les sites internet des journaux, ils sont en recul. Les journaux papier, ils sont très en recul. Les réseaux sociaux, c'est plutôt stable. C'est pas une très forte progression, c'est stable. Hein. Non, tout à fait. Mais les réseaux sociaux sont quand même, lorsqu'on regarde les sources d'information principales, le deuxième principal moyen de s'informer. Alors, toujours avec la nuance qu'on a faite tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est s'informer via les réseaux sociaux? Mais donc, c'est bien le cas. Je voulais juste rebondir sur une chose par rapport aux fake news. Désolé, je fais une petite parenthèse. Mais la fake news a l'avantage d'être moins compliquée que la vraie news, je dirais. Donc, elle va dans le sens d'une croyance. Et c'est probablement pour ça que ça aide beaucoup. Et une deuxième chose, toujours par rapport au travail du journalisme. Donc, la caractéristique actuelle des médias, c'est plutôt d'avoir une certaine horizontalité dans la présentation des nouvelles, justement avec cette baisse du travail du journaliste qui consiste justement à faire ressortir l'une ou l'autre chose. À hiérarchiser les informations, Exactement. à mettre en avant ce qui semble le plus important. Oui, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, toutes les nouvelles ont finalement le même statut. Ouais, tout se vaut. Tout se vaut. Ouais. Est-ce que dans la manière dont on s'informe, la manière dont on va chercher de l'information, il y a des différences importantes entre francophones et néerlandophones? Il y en a certaines, oui, tout à fait. Par exemple, en tout cas, en ce qui concerne la télévision, la suprématie de la télévision, là, on est d'accord. Par contre, dans le classement, si vous voulez, chez les Flamands, la presse en ligne arrive en deuxième en termes de source principale d'information, quand les réseaux sociaux sont deuxième chez les francophones. Donc après, les deux places inverses. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences très fortes qui sont liées au degré d'instruction, aux catégories sociales, à l'âge? Qu'est-ce qui est le plus différenciant en fait? Alors, il est clair que l'âge est un élément différenciateur, avec des comportements évidemment très différents lorsqu'on s'intéresse au digital, par exemple, donc à l'utilisation du digital, donc des canaux Internet, c'est évidemment plus important chez les jeunes. Alors, c'est assez malheureux, effectivement, au niveau de l'instruction et du niveau d'aisance. Clairement, les gens plus instruits ou plus à l'aise financièrement sont aussi plus consommateurs d'informations.
avec du coup le bémol que les classes défavorisées sont moins informées et informées différemment. Alors, la grande question, c'est aussi le coût de l'information. Elle ne tombe pas du ciel, cette information, il faut la produire. Ce n'est pas gratuit et pourtant, le consommateur semble de moins en moins enclin à payer pour s'informer. On va écouter à ce propos le témoignage de François Brabant. François Brabant, c'est le fondateur d'un magazine qui s'appelle Wilfried's, qui est un magazine donc papier, en l'occurrence, qui paraît 5 fois par an. Il s'exprimait dans notre journal de 12h30, c'était au mois de novembre. De façon historique, en fait, tous les médias, que ce soit la radio, la télé, la presse écrite et même le web, ont été très très dépendants de la publicité qui représentait parfois plus de 50% des recettes. Et dans ce schéma-là traditionnel, les abonnés, c'était limite la 5e roue du carrosse. Maintenant, le monde a changé et on doit aussi faire comprendre au public que, en tant que citoyen, vous avez une responsabilité parce que la publicité, elle est aujourd'hui cannibalisée par les GAFAM, en fait, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., qui ont pris toute la publicité. Et donc, les médias sont devenus beaucoup plus dépendants des lecteurs et des lectrices. Alors Bernard Cohls, est-ce que ce qui vient d'être dit est correct? La publicité s'est évaporée, elle échappe désormais au monde médiatique traditionnel? Elle ne s'est pas évaporée, mais elle a tendance effectivement à fuir vers les plateformes, vers ce qu'on appelle les plateformes non-publishers, ils disent en anglais, donc les gens qui ne sont pas responsables ou qui ne sont pas éditorialistes quelque part. Donc, Et donc ça déséquilibre le modèle économique de la presse tel qu'on le connaissait jusqu'à présent? Fortement, oui, tout à fait. Du coup, comme le disait François, ben oui, l'abonné est devenu central dans le modèle économique de tous les médias payants en tout cas. Oui, alors, Martine Simonis, est-ce qu'il y a un risque, quand on décrit l'évolution de ce modèle économique, d'aller vers une information bas de gamme? On pourrait presque parler de cheap information, il faut que ce soit le moins cher possible à produire. C'est ça le danger d'aujourd'hui, où on arrive à trouver des modèles économiques où le journalisme arrive encore à être rentable? Alors, il y a beaucoup de sortes de médias. Ils n'ont pas tous le même modèle économique, mais je dirais qu'ils sont un peu, en tout cas sur le segment presse écrite, sont un peu tous à la peine pour l'instant. Donc, les médias importants. Le risque, c'est pas tellement de l'information bas de gamme, parce que je pense que les journalistes continuent à produire de l'information de bonne qualité chez nous. Le risque, c'est la diminution des moyens rédactionnels. Et donc, moins d'enquêtes, et donc moins d'informations originales, et donc peut-être moins d'intérêt. Et c'est une spirale qui s'enclenche, où les gens se disent, tout compte fait, ce que j'ai lu dans... C'est le même contenu partout, donc je vois pas pourquoi je paierais pour lire ça. Ouais. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et pour faire l'inverse, il faut avoir des moyens rédactionnels, il faut investir dans l'investigation, investir dans les lieux de rencontre avec le public, investir dans des nouvelles formes de journalisme. Donc, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Mais pour ça, il faut un peu avoir des moyens rédactionnels. Donc il faut que sur le segment économique, parce que sur l'éditorial, je pense que les journalistes réfléchissent, travaillent, ils ont des idées, ils sont créatifs. Sur le segment économique, on est malheureusement tout le temps en train de faire des économies dans les entreprises de presse écrite en tout cas. Et ça va vraiment pas dans le bon sens. Certains éditeurs disent que dans 5 ans, ils ferment boutique si ça marche pas le modèle numérique. Ou que c'est l'intelligence artificielle qui fera les journaux, ça c'est quelque chose d'envisageable? Oh non, ça je pense pas. Ah, vous pensez pas? Et toutes les rédactions réfléchissent à ça pour l'instant avec des chartes et avec franchement une identification des moyens qui sont mis en œuvre pour produire l'information. Donc ça fait partie aussi de la confiance. Ça. Est-ce que entre les journalistes et les propriétaires d'entreprises de presse écrite ou presse audiovisuelle, on est d'accord sur ce constat et sur se dire finalement c'est le contenu original qui va permettre au journalisme de subsister et de pouvoir résister à cette information gratuite qu'on trouve partout? Alors, je pense qu'il y a certains médias où on en est beaucoup plus conscient que d'autres. Dans certains titres de presse, on va vous dire, vous mettez une vidéo de chat sur le site internet, elle sera beaucoup plus consultée que l'enquête journalistique qui est à côté. Mais dans d'autres médias, on va vous dire, nous, on va mettre les moyens sur l'enquête journalistique. Donc voilà, il n'y a pas les médias, il n'y a pas les journalistes, mais il faut toujours avoir de la nuance. Il y a une diversité de l'offre de presse. On ne va pas être trop négatif, Bernard Cohls, parce que dans votre courrier du CRISP, vous dites aussi qu'il y a des pistes pour redonner le goût de l'information. Ça passe par quoi? Par des nouveaux formats? Ça passe par des nouveaux formats, ça passe par de l'expérimentation, ça passe aussi, selon moi, par un certain nombre d'études qui essaieraient de focaliser sur justement les angles morts de l'information et les gens qui sont plus rétifs, voir finalement comment ces gens s'informent. Parce que pour le moment, on ne les aborde que via des listes prédéterminées, via un prisme qui, je crois, est un peu trop cadenassé.
C'est-à-dire? Écoutez, donc on arrive avec une liste de médias. Est-ce que finalement, on épuise l'ensemble des réalités avec cette liste, par exemple? Ça veut dire on pourrait avoir plus de médias, plus d'offres. On pourrait en tout cas investiguer plus d'autres choses, voir un peu comment les gens vivent l'information en réalité. Ouais. Et il y a une question de rentabilité économique aussi. Par exemple, on a évidemment en France, pays qui est beaucoup plus, où il y a un marché beaucoup plus grand que la Belgique francophone, il y a plus d'offres. Par exemple, on a des pure players en France, comme Mediapart. Exact. En Belgique, ça n'existe pas. C'est une question de marché ou c'est une question de culture? Le marché est très étroit, hein, donc ça c'est une des caractéristiques principales et malheureusement douloureuses au niveau surtout de la Belgique francophone, c'est l'étroitesse du marché. Donc on doit rentabiliser un média sur 4 millions, 5 millions de potentiel, quand en France vous parlez tout de suite de 65 millions ou quelque chose comme ça, et en Allemagne de 80. Ouais, c'est un problème économique. Imaginez un modèle Mediapart en Belgique francophone, c'est pas rentable, Martine Simonis? C'est compliqué et certains ont essayé d'y réfléchir en se disant que les conditions sont peut-être pas réunies en effet au niveau du marché, mais ce que je voudrais dire sur le pluralisme de l'offre chez nous, il est beaucoup plus important qu'en France. Si on ramène ça au kilomètre carré ou à l'hectare carré, si on était une région française par exemple. C'est ça. Si on était une région française, il resterait un grand quotidien, il resterait une chaîne de télévision nationale et une chaîne régionale. Or, ici, on a ça presque x10. Hein. Donc, on a une offre de médias qui est encore fort importante. C'est aussi, c'est une partie de la solution, évidemment, pour que les gens trouvent leur compte. Mais c'est aussi une partie du problème, parce que tous ces médias se partagent le même marché de lecteurs et de publicité. Mais bon, on doit se réjouir de ce pluralisme. Alors, il y a un phénomène que vous avez signalé en début d'émission, Martine Simonis, c'est celui de l'anxiété ou de la fatigue liée à l'information. On va écouter à ce propos Olivier Luminet. Il est professeur de psychologie. Il était aussi sur ce plateau l'hiver dernier. Et il décrivait, lui, ce qu'il appelle le phénomène d'infobésité, quand trop d'informations finit par nous dégoûter de l'information. Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, crise énergétique, tous ces éléments-là se combinent et la tentation peut être de picorer un peu d'informations telles quelles, non digérées et ne pas justement avoir ce recul suffisant. Et donc on voit notamment maintenant des gens qui sont tellement anxieux dans ces situations-là qu'ils ont décidé de couper complètement tous les canaux. Et alors ils n'écoutent plus les informations. Et ça c'est la bonne solution? On doit apprendre à fermer le robinet ou il faut faire autrement? Il faut faire autrement, c'est clair. Alors il faut faire comment? Alors il faut plus cibler les moments où on va écouter les informations. Je pense qu'il ne faut pas les écouter à tout moment. Je pense que les systèmes d'alerte sur les téléphones, c'est un peu embêtant parce que vous ouvrez votre téléphone pour voir si des proches vous ont contacté et vous tombez sur une alerte qui est en général sensationnaliste, qui est très émotionnelle et vous allez aller voir et vous n'avez pas beaucoup de temps, donc vous allez juste prendre les éléments les plus spectaculaires. Ce qu'il faut faire, en fait, je pense, c'est enlever ce genre d'alerte et se donner des moments où on écoute l'information qui sont des moments où on est chez soi, assis, on a le temps. Et là, on a le temps alors de prendre l'information beaucoup plus analysée, beaucoup plus décortiquée. Alors c'est important ce phénomène d'anxiété ou de dégoût de l'information. Bernard Coles, vous décrivez même qu'il y a maintenant des stratégies d'évitement de l'information, c'est-à-dire qu'il y a une partie du public, quand le flash info arrive, on zappe. Tout à fait, absolument. Ouais. Ça représente beaucoup de public? Ça représente quand même plus de 30% de gens qui disent à un certain moment j'ai un comportement actif d'évitement. Oui. Donc ce qui est quand même pas rien. Oui. Alors ce n'est pas un comportement systématique, heureusement pour le moment, mais en tout cas c'est un bon signal d'alarme, et un signal d'alarme qui n'est pas spécifique à la Belgique d'ailleurs. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui essayent de vivre sans information, ou en tout cas avec le moins d'informations possible. C'est une tendance réelle. C'est une tendance réelle. Alors Martine Simonis, c'est quoi la réponse à tout ça? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que par exemple, l'idée de se dire face à l'anxiété, on doit promouvoir de l'information positive ou du journalisme constructif, ça c'est une réponse? Le journalisme constructif, c'est une réponse qui fonctionne. Je donne un exemple. Nice Matin, il a mis sur son site un onglet solutions. Ils ont fait ça un peu au début comme ça pour tester et en fait ça a super bien marché. C'est un des onglets du site qui est le plus consulté. Donc ça marche. L'information constructive, ça marche, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. En fait, ce qu'il faut recréer vis-à-vis de l'information, c'est à la fois le confort et la confiance.
Donc le confort, ça veut dire que quand on écoute l'information, on n'est pas nécessairement dans quelque chose d'anxiogène au contraire, on est dans quelque chose qui est intéressant, utile et même parfois agréable. Donc vous êtes en train de me dire que la rafale de titres avec une grosse musique derrière et de préférence des choses qui sont les plus spectaculaires, c'est pas une bonne idée pour le journaliste? Non, c'est pas une bonne idée. Moi, ce matin, j'écoutais les infos et un des premiers titres, c'était la guerre est-elle à nos portes. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à écouter? Non, peut-être pas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Mais on pourrait vous rétorquer que c'est peut-être la réalité et que c'est la question que le journaliste doit poser. Oui, bien sûr. Et il faut la poser, et il faut qu'on ait des articles de fond, et il faut qu'on puisse y réfléchir. Mais je crois qu'il faut aussi recréer les conditions de la confiance et axer pas mal de choses sur les questions de déontologie, les questions d'originalité de l'information, les angles morts, mais aussi les sujets qui sont des angles morts qu'on ne traite pas. Ça, c'est important pour aller chercher certains publics. Donc, recréer la confiance est en lien avec la crédibilité. Et ça, c'est aussi en lien avec le confort. Moi, je crois qu'il faut aussi, évidemment, travailler sur les conditions de production de l'information. Donc, comment les journalistes travaillent, avec quels moyens. Il faut privilégier l'investigation. C'est ce qui coûte le plus cher. Oui, ça coûte le plus cher. C'est ça qui coûte le plus cher. Il y a aussi des initiatives comme le Fonds pour le journalisme qui permet de financer des enquêtes. Oui, et qui sont vraiment très, très utiles. Et on le voit, tous ces sujets qui ont été primés à l'international, ça veut dire qu'on fait du bon boulot. Et puis, il y a tout ce qui est éducation aux médias. Et là, il y a un grand plan en Fédération Wallonie-Bruxelles pour booster l'éducation aux médias, etc. Mais les moyens financiers ne suivent pas. Donc, il faudrait vraiment avoir des politiques cohérentes pour toucher différents publics, pas seulement les publics scolaires, les publics de tous âges. Je pense que ma mère avait plus besoin d'un forme d'éducation aux médias que ma fille, par exemple. Donc, plusieurs publics, mais il y a des initiatives qui sont géniales, comme Journaliste en classe, qu'il faudrait davantage subventionner ou ouvrir mon quotidien. Voilà. Bernard Cohls, confort et confiance, vous êtes d'accord avec ces deux mots-là? Totalement, oui, tout à fait. Et changement parfois de paradigme sur certaines choses. Donc, le clic n'est plus normalement un bon paradigme. L'important, ça se voit chez certains qui finalement ont des belles histoires dans le digital, le Guardian, le New York Times ou Mediafin chez nous. C'est un focus sur la durée que passent les gens sur les articles. Ça, c'est un meilleur indicateur. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça montre la profondeur. Vous êtes confiante dans l'avenir du journalisme? Écoutez, sinon je changerais de métier. Donc oui, je crois qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux gens aussi, parce que moi, je vois qu'il y a des initiatives qui sont peut-être des initiatives de niche, mais qui sont très porteuses, comme je sais pas moi, Imagine demain le monde, ce qu'ils viennent de faire avec la création de la coopérative. Donc il y a vraiment des choses qui vivent et qui vivent avec les lecteurs, avec les audiences et en lien avec eux, et de façon aussi à recréer la confiance avec ces audiences. Merci beaucoup, Martine Simonis, secrétaire générale de l'Association des journalistes professionnels. Bernard Cohls, chargé de cours à l'UC Louvain. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, on ne sera pas dans un thème si éloigné que ça, puisqu'on parlera de l'addiction aux écrans, comment essayer de s'en passer. Et puis demain matin, évidemment, notre matinale, on sera notamment avec Denis Ducarme, qui sera notre invité à 8h15. Continuez à bien vous informer et à demain.